Donc sur le laser, là, on avait dit que vous regardiez les 3 premières pages. Mais après, quand on, il y a peut-être bien qu'on commençait à lire le restant. Donc là, je monte le cours d'abord vite fait. Bon, ça, on s'en fout un peu, c'est de l'histoire, mais enfin, c'est toujours intéressant, surtout en confinement, on ne sait pas quoi faire, entre guillemets. Et puis, donc, un CD, je reviendrai dessus dans le TP, donc, enfin, bon, ça ressemble à ça, comme ça, comme ça. Après, là, il y a des explications qui vont arriver, et puis on va travailler dessus, nous, d'accord? Donc, tous ces trucs-là, il y a de la réfraction de la lumière à un moment donné, c'est-à-dire que la lumière, elle pénètre d'un milieu, elle passe d'un milieu à un autre. Parce qu'en fait, on passe le laser, il va passer de l'air au plexiglas. Donc, il va être réfracté, c'est-à-dire dévié. Donc, il va falloir retravailler un peu là-dessus. Et puis après, bon, ça c'est le principe du lecteur, on verra tout ça tout à l'heure. Et puis après, ça sera très important, ce truc-là, à comprendre. Ce truc-là, mais on reviendra dessus. Mais c'est c'est vraiment là que ça se passe, en fait. La lecture, bon, puis après, voilà, le cours, ainsi de suite, jusque-là. Tout ça, c'est des documents qu'on va retrouver dans le TP qu'on va faire. Donc, en fait, c'est comme si on travaillait sur ça. Il nous manquera juste la partie manipulation, mais on va en faire un peu fictivement. Mais bon, c'est sûr que c'est moins convivial. Bon, du coup, alors un CD, ça ressemble à ce truc qui est ici. C'est écrit sur la partie qui n'est pas imprimée, hein. Donc, généralement, quand avant on posait les CD ou les DVD, ben, on les posait toujours du côté où c'était important, donc ils se rayaient même assez facilement, entre parenthèses. Contrairement à ce qu'on croit. Et puis, en fait, c'est qu'une seule piste. Donc, c'est ce qu'on essaye de vous montrer à cet endroit-là, comme ça, là, où ça part plutôt, pas du centre, mais enfin plutôt en tout cas de l'intérieur. Et c'est une seule piste en spirale, comme ça, hop, et puis qui va vers l'extérieur. Donc, on voit bien là, comment ça fait. Et si on regarde comment c'est fait, ces pistes, elles sont faites comme ça. Donc, ça, c'est une piste, comme ça, une autre à côté, puis une autre à côté, ainsi de suite. Donc tout le but de comprendre, en fait, là on a l'échelle à côté là. C'est de voir que le faisceau laser, en fait, entre guillemets, va suivre ça, mais le faisceau laser, lui, il bouge jamais, lui, il reste fixe, et c'est le disque qui tourne. Mais globalement, en gros, ça va donner l'impression qu'il suit cette ligne-là, cette piste, on appelle ça comme ça. Et puis on voit que dans cette piste, il y a des endroits, il y a des petites cuvettes. D'accord? Et ces petites cuvettes vont créer des différences de niveau qui vont créer l'enchaînement comme ça, des différents niveaux, vont créer le codage binaire 0, hein, en gros. D'accord? Alors tout de suite, je préviens, on n'apprend pas le truc de base complètement idiot, du genre là où il y a un trou, ça fait 0, et là où il n'y a pas de trou, ça fait 1. Si on apprend ça, c'est complètement faux. D'accord? Donc il faut vachement faire gaffe avec ça. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, oui. Oui, Ouais. oui. Oui, Oui, oui. Oui. Donc ça, vous l'apprenez pas. D'accord? Vous l'oubliez de votre mémoire. On va voir combien ça marche, c'est un peu plus complexe. Bon, donc du coup, vous avez, alors, ils disent plein de mots différents. Vous avez des creux, ou on vous appelle pit, Genre. bonjour. L'endroit où c'est plat, ils peuvent appeler ça land, en anglais. On peut parler aussi d'alvéole, enfin bon, il y a plein de mots différents pour qualifier tout ça. Donc en gros, vous avez comment dire, la structure qu'on voit, en gros, vue de côté. Donc ça va être une succession de trous qui vont suivre les uns à la suite des autres. Bon, bref. J'ai une question. Après, oui, vas-y, dis-moi. Quand on dit graver un CD, c'est justement faire ces trous? Alors, oui, mais pas physiquement des trous. C'est-à-dire que là, quand on te le vend, il est gravé vraiment, c'est-à-dire qu'il a été pressé. Par contre, quand tu le graves, là, c'est un peu différent. C'est en fait, il y a une matière à l'intérieur et tu vas créer toi-même, en quelque sorte, c'est comme si tu brûlais des endroits. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits qui vont devenir, qui vont rester clairs et des endroits qui vont devenir foncés. Et ensuite, le lecteur laser, quand il va passer, eh ben, il va donc détecter qu'il y a un changement de matière, entre guillemets, c'est-à-dire que le faisceau laser, il ne va pas être reflété de la même façon. D'accord? Et c'est plus ou Ok. moins, il y a des trucs qui sont plus ou moins réversibles, donc il y en a qui sont réinscriptibles. Et du coup, on peut revenir en arrière sur la façon de créer ce truc foncé ou clair.
Et puis il y en a d'autres, mais ils ne peuvent pas. Ok. Après, comment ça se passe en vrai? À mon avis, j'ai peut-être dû le savoir à un moment donné, mais enfin bon. Je signale entre parenthèses que toute cette partie, puis tout ce qu'on va faire par la suite, là, on va faire des fichiers, des tailles des fichiers, des machins. C'est tomber sur la physique, on se demande pourquoi, hein, parce que pour moi, ça, c'est pas de la physique. Vous voyez. Pour moi, ça, c'est une application technologique. À la limite, vous seriez en SI ou alors vous seriez en maths quand vous allez voir, on va faire des calculs sur des fichiers. Franchement, en gros, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Mais enfin, bon, c'est tombé sur nous, c'est tombé sur nous. Donc, on le fait, quoi. Mais moi, le seul principe physique que j'ai là-dedans, c'est les interférences. Et puis la réfraction. C'est-à-dire des trucs que j'ai déjà traités avec vous. Pour ça, là, c'est vraiment des applications. OK? Alors, on y va. Donc, Monsieur, j'ai une question. oui, vas-y. Le Blu-ray, c'est un peu la même technique ou c'est totalement différent? Ah, c'est totalement pareil, parce que vous allez voir qu'on va traiter les CD, les DVD et les Blu-ray. D'accord? D'ailleurs, tu vas le voir ici. Si tu poursuis un petit peu dans les documents, tu vois, on va regarder un peu dessous vite fait. Bah, quoi que là, moi j'ai les corrections, j'ai tout. Enfin bon, là-dessous sur les documents, tu vois, tu es là. C'est exactement pareil. Ce qui compte, c'est la taille en fait du faisceau laser. Et la taille du faisceau laser fait qu'on arrive à mettre, comme c'est du 400 nanomètres au lieu de 700, vous avez la tâche d'Airy, donc une tâche de diffraction, qui va être plus petite. On va regarder tout ça. Et du coup, on peut mettre sur la même surface, on peut mettre plus d'informations parce que les lignes, là, c'est à taille réelle les uns par rapport aux autres. Vous voyez comme ça. Et donc, quand vous avez un CD, la tâche d'Airy est assez grande. Et du coup, bah, on est obligé de mettre les pistes loin les unes des autres. Un DVD un peu moins, parce qu'on a trouvé une petite combine. Mais c'est toujours la même couleur, par contre. Par contre, le Blu-ray, donc un lambda vraiment plus petit, et la tâche d'Airy est plus petite, et on peut resserrer vraiment nettement les pistes. D'accord? Là, on n'a fait que diviser par 2. D'accord? Là, on divise par 6, là, si vous regardez. Vous voyez comme ça fait. D'ailleurs, entre parenthèses, il pénètre moins profondément dedans et tout, ça joue un rôle. L'ouverture numérique qu'on va voir tout à l'heure. Donc non, tout ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, on revient en arrière, pardon, ça c'est mon TP. Hop. Du coup, l'idée principale, elle est là. Comme ça, je vais faire un peu plus petit, sinon on va avoir du mal. Donc là-dedans, on va lire, mais l'idée principale, c'est qu'il y a un 1 que quand il y a changement de niveau. Donc imagine, là on lit par-dessous, imaginons, d'accord, comme ça fait là. Et là, vous avez ici, donc ce qui est généralement le cas, ça lit par-dessous, entre parenthèses, hein, quand vous posez le CD ou le DVD, vous voyez la face imprimée. Donc la pub, les machins comme ça. Donc forcément, le laser, il est dessous. Okay, là, vous regarderez la technique, comment c'est fait, là, le machin. Et donc le faisceau laser, il va... Enfin, lui, il bouge pas, le faisceau laser, hein, c'est le CD qui bouge. Enfin bref, il va se balader là-dessus. Et dès qu'il y a changement de niveau, que ce soit en montant ou descendant, tac, ça fait un 1. Si ça ne change pas de niveau tous les temps de temps, en fait, il y a une lecture, vous voyez, tous les temps de temps. Il va se balader, mais tous les temps de temps, il va y avoir une sorte de lecture du système informatique, on va dire. Et il va détecter s'il y a un changement de niveau ou pas. S'il y a un changement de niveau, ça fait 1. Il n'y a pas de changement de niveau, ça fait 0. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai raconté ici. Donc, en fait, ce sont les transitions plat, creux ou creux, plat qui sont codées 1, alors que les transitions creux, creux ou plat, plat sont codées 0. Donc là, pour moi, ça, c'est codé 0, parce que c'est une transition. Ça, si on dit que c'est plat, hein, d'accord, la lande. Donc là, on a 0. Là, on change de niveau 1, on ne change pas de niveau 0, on ne change pas de niveau 0, on change de niveau 1. C'est ce que j'ai écrit ici. 0, 0, 0. D'accord? Alors après, comment ça fonctionne en plus ou moins vrai, c'est toujours pareil, parce que c'est comme ça reste des dessins. Eh ben, c'est une diode laser. Et là, vous avez un miroir semi-réfléchissant. Ça vient taper ici, comme ceci. Et là, vous avez le chemin de la lumière. Et le chemin de la lumière, vous en avez une partie qui va... Donc là, il y a le capteur optique, la photodiode. D'accord? Et puis, ça ira, ça sera transmis vers un CAN converti sur analogique numérique qu'on va étudier après. Est-ce que vous avez déjà étudié ça en ici déjà? Ouais. Oui. Le CAN? Oui, impeccable. Donc, on ira assez vite sur cette partie, mais on verra si vous avez compris quelque chose. Comme ça aussi. Alors, donc, vous avez en fait le faisceau laser. Il y en a une partie
qui va aller là, une partie qui va aller là. Là, il va rentrer là-dedans, ressortir, et tout le monde arrive ici. Et tout est calculé en chemin optique, de telle sorte que si on est au fond ici du creux ou par là, la différence d'un chemin optique, elle est, on va dire, en cas lambda, quoi. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui fait des interférences constructives. Par contre, si vous êtes comme ceci en cours de... Alors, j'ai dit une connerie. Là, vous avez une certaine profondeur calculée, on va dire, pour avoir des interférences ou pas lorsque le chemin, enfin, je vais vous faire mieux après, le chemin de la lumière, on va dire, interfère entre ce qu'il a fait comme chemin ici, ce qu'il a fait comme chemin ici. Donc on va regarder après, parce que là... Donc les différentes parties du faisceau laser interfèrent entre elles, faisant varier l'intensité du faisceau qui atteint la photodiode. Et on vous dit, lorsque l'intensité du faisceau est maximale, c'est codé 0. Et lorsque l'intensité est minimale, c'est codé 1. Ça se fait comme ça. Là, en lien, vous avez le cours qui est là. Cours. Non, là, pardon. Le cours ici. Donc, c'est le... À la limite, on peut lire tout de suite ce truc. Ça, comme ça, on comprend. Ici, tout le monde voit le cours, là, c'est bon? Oui. Donc là, en gros, on vous dit... Donc là, on voit le... C'est une photo, hein, ce truc-là. Et donc, on voit la piste ici. Et on voit le faisceau laser, ça, mais faisceau laser diffracté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la tâche d'Airy. D'accord? Le truc qui est là. Il faut qu'elle soit pas trop large, parce que si elle est trop large, elle vient taper sur la piste d'à côté. Donc tout a été calculé de telle sorte que, avec le système, ça fait une tâche d'Airy de temps, et donc on est obligé d'écarter la piste de temps. On n'a pas le choix. Vous voyez, ça fait 1,6 micromètres. On n'a pas le choix avec ce truc-là, c'est technologique, entre guillemets. Du coup, on vous dit, on peut remarquer que la tâche du faisceau est plus large qu'une alvéole. Une alvéole, c'est ce machin, du coup. Ce qui signifie qu'une partie du faisceau est réfléchie sur la plaine et une autre partie sur le creux. Et on vous dit, les deux ondes réfléchies vont interférer de manière destructive, car la différence de marche entre les deux ondes est égale à un aller-retour dans le creux, c'est-à-dire que ça fait lambda sur 2. C'est-à-dire que c'est calculé. Alors, pourquoi ils font 2 fois lambda sur 4? Parce que est-ce que je l'ai mis avant? Pas, je ne sais pas. Ouais, peut-être là. Attends, je cherche. Bon, on le recalcule dans le TP. C'est calculé pour que la profondeur d'une cuvette, ça fasse lambda sur 4. C'est-à-dire que le faisceau arrive, il fait... On va mettre ça sur... ici. Ça fait lambda sur 4 ici. De là à là. D'accord? Et donc le faisceau qui est là, on s'en fout pour l'instant. Le faisceau qui est là, il fait lambda sur 4 plus lambda sur 4. Donc il a fait lambda sur 2 d'écart par rapport au faisceau qui est là. D'accord? Donc c'est destructif. Il y a une partie qui est là, qui fait un chemin. Et il y a la partie qui est là, juste là, qui fait le chemin le même, plus lambda sur 2. Donc on est avec une partie et l'autre partie qui sont déphasées, de telle sorte qu'elles sont en opposition de phase. Comme elles sont en opposition de phase, et ben, du coup, elles vont se soustraire. Ça va? Ouais. Oui. Alors, on y va doucement. On est au cœur du truc, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est l'aspect du signal électrique donné par la photodiode, c'est-à-dire donné par, quoique j'ai peut-être le truc juste au-dessus, voilà, ici, que reçoit la photodiode. Quand il se passe tout ça, ting, 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 hop, ça arrive là, et là, on regarde le signal électrique, eh bien, on voit ceci, comme ça, d'accord? Alors, comment ça se passe? Donc, on va lire tranquillement. Hein. Donc, les différentes parties du faisceau laser interfèrent entre elles de manière destructive, et selon l'importance de ces interférences, l'intensité du faisceau qui atteint la photodiode va varier, comme le montre le graphe. Donc, on a là, d'accord? Après, on dit au-dessus d'un creux, l'intensité lumineuse est minimale. On vous le met là.
car c'est dans cette configuration que les ondes réfléchies sont les plus nombreuses, mais il faut garder à l'esprit qu'une grande partie du faisceau se réfléchit sur la plaine et non sur le creux. Donc là, en gros, ça veut dire que vous voyez, pratiquement l'intégralité du faisceau, où que vous soyez, se réfléchit sur la plaine. Et une partie, quoi que où vous soyez, quelque part, si c'est pas trop long, par exemple, vous voyez, si c'était là, il n'y aurait pas de trou, mais une partie se réfléchit dans la petite cuvette. D'accord? Du coup, vous ne pouvez jamais avoir zéro. Vous ne pouvez jamais avoir zéro parce qu'il y a toujours une grosse partie du faisceau qui, elle, fait un chemin normal, on va dire. Donc, vous avez forcément la lumière qui se réfléchit sur la photodiode tout le temps. Quoi qu'il arrive, tout ça. D'accord? Donc, vous êtes au minimum là, en quelque sorte. OK? Et puis, même d'ailleurs, entre parenthèses, oui, non, vous êtes au minimum là, pas le choix. Et puis, après, vous avez le fait que quand le faisceau laser rentre là-dedans, vous voyez, à cet endroit-là, quand il commence à rentrer, il y a une partie qui interfère. Donc, c'est ce que je commence à vous expliquer ici. Donc, la partie A, pour moi, c'est celle qui est là. Pour l'instant, on est sur la lande. Quand le faisceau parcourt une succession de plats ou de landes, la différence de marche delta est nulle et les interférences sont constructives. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas vraiment d'interférence. L'intensité reçue sur la photodiode est maximale, et puis ça correspond à un 0. Après, on vous dit, vas-y. Comment les rayures, du coup, elles perturbent le signal reçu? Eh bien, elle le perturbe parce que, en fait, à ton laser, quand il vient taper à cet endroit-là, je remonte, hein, où c'est que j'avais voilà là. Quand tu arrives et qu'il vient, avec limite, j'aurais pu sur le TP, c'était pas mieux. Tout ça, c'est du plastique. Les rayures vont se faire ici. D'accord? Ça, c'est l'autre côté où il y a les pubs. D'accord? Où il y a le chanteur ou le DVD ou n'importe quoi, le film. Donc là, vous avez l'étiquette. Donc là, le faisceau vient là-dedans. Si tu crées des rayures dans cette matière plastique qui est ici, et ben du coup, le faisceau laser, il va arriver là, et là, il y a des rayures. Ben, ça va diffracter comme vous avez vu. Déjà avec un faisceau laser qui vient sur un petit obstacle et il va diffracter. Du coup, il va aller partir un petit peu sur les côtés et lire d'autres trucs. Et du coup, ça va le faire bugger. Ça va ou pas? Ah ouais. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup de rayures partout parce que du coup, après, lui, ça fait, d'ailleurs, on va le voir ça fait comme une sorte comme s'il y avait une infinité de rayures, enfin pas une infinité, mais un très grand nombre de rayures les unes à côté des autres. Et en fait, ça fait le dispositif Young, mais multiplié des centaines de fois. Et en plus, de manière totalement aléatoire. Parce qu'en plus, si elles étaient les unes à côté des autres, vous allez voir ce que ça fait dans le TP. Mais comme là, comme c'est rayé n'importe comment, ça part dans tous les sens. OK? Et du coup, le faisceau, il se perd. Alors, on reprend le truc là. Donc, on va remettre un petit peu plus haut. OK? Bon, après, vous avez la partie de changement de niveau. On va rentrer dans un trou. Donc, à ce moment-là, je vous dis, quand le faisceau commence à passer au-dessus d'un trou, une partie du faisceau parcourt un chemin plus long, tel que la différence de marche est égale à lambda sur 2. Parce que quand il pénètre, faites gaffe, là, il pénètre comme ça, à l'intérieur. Hein. C'est pas vertical comme ça, hein. C'est dans l'écran. Hein. Donc, il pénètre dedans. Et du coup, comme il fait le creux, ça fait lambda sur 4, et qu'il revient, ça rajoute lambda sur 4, ça fait lambda sur 2. Donc, vous avez une partie du faisceau qui est en opposition de phase. Du coup, vous avez le faisceau lumineux reçu par la photodiode, il est c'est moins important en luminosité qu'avant. Ça va pour tout le monde ou pas? Oui. Quand ça rentre dedans, ça crée une opposition de phase. Donc en fait, ça fait, si vous voulez, ça fait tout ça, moins ça. D'accord? Puisque là, on est carrément sur le tout. Là. Donc tout ça, ça ferait quelque chose de, à la limite haut, moins ça, du coup, ça nous fait baisser l'intensité. Et c'est ça, en fait, qui va être détecté. Il y a un système électronique, entre guillemets, c'est un comparateur qui va dire, je vois que telle valeur, imaginons par exemple c'est cette valeur-là, d'accord, la valeur à 0,8, voyez, eh ben, je vois que le signal vient passer en dessous de 0,8. Donc, j'affecte un 1, parce que je vois un changement de niveau. De même, alors ça s'appelle front descendant, de même que dans la partie D,
eh ben, on était en dessous de 0,8. On va passer au-dessus. Et là, on voit que de nouveau, on fait une action par rapport à la référence qui est 0,8. Et là, on est en front montant. Et là, on dit aussi, attention, ça, c'est aussi un 1. D'accord? C'est très facile de le faire de manière informatique, de dire par rapport à une valeur donnée, de dire où je passe en dessous, où je passe au-dessus, j'affecte quelque chose. Dès que je vois qu'il y a un changement par rapport à cette valeur. Si je reste au-dessus ou en dessous, j'affecte 0. Ça va? Ça va pas, visiblement. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, si, si, si. Bon, bon d'accord. Donc, la partie C maintenant. On est dans la partie C, on est au plus profond. OK? Donc là, on est un peu comme celle-là, au plus profond qu'on peut. Vous voyez, là, comme celle-là. Donc là, on vous dit, quand le faisceau est sur le creux, la partie du faisceau en opposition de phase est maximale. Les interférences sont toujours destructives et l'intensité du faisceau reçue par la photodiode est minimale. Tant que le faisceau passe sur le creux, il n'y a pas de variation d'intensité de lumière et pas de transition, donc codage zéro quand même. Donc quand vous êtes là, il y a les interférences peuvent être que constructives parce que tout le monde est dans le même, a fait le même chemin optique. Quand vous arrivez là, il y a une partie du faisceau qui fait un chemin optique plus grand, qui fait opposition de phase, ça commence à chuter. Quand vous êtes en plein au-dessus, eh ben, c'est là où il y a le maximum d'opposition de phase. Du coup, ça fait minimal, mais ça ne fait pas zéro parce qu'il reste une partie du faisceau qui est autour. D'accord? Et quand vous commencez à ressortir, la partie qui est en opposition de phase devient moins importante. Du coup, le faisceau lumineux, lui, en intensité, il remonte. Donc voilà ce qui se passe en vrai. D'accord? Donc après, le truc, une fois qu'on a compris ça, en gros, on est bon. Et puis même si on n'a pas bien compris comment ça fonctionnait, d'accord, bien qu'on est quand même pour moi au cœur de la physique, parce que c'est là où il y a les interférences, d'accord. Mais à partir du moment où vous avez compris que dès qu'il y a une transition, ça sera codé 1, d'accord. Et pourquoi ça fait ça? Pourquoi il y a une transition? Pourquoi ça fait chuter le faisceau? Parce qu'il y a une différence de chemin optique et que c'est calculé pour faire lambda sur 2, donc ça fait interférence destructive. On est tout bon, d'accord? Bon, par contre, après, il y a plein de calculs. Parce que tout est basé sur la tâche d'Airy, c'est-à-dire, en fait, la tâche d'Airy, vous avez vu comment c'était fait dans le cours, et ce qu'on a fait ensemble, et du coup, ça dépend du lambda du faisceau laser. Donc, si vous prenez un laser rouge, automatiquement, eh ben, tout devient figé. Le trou qui est là, il faut qu'il ait une certaine largeur, puisque c'est du lambda sur 4, enfin une certaine profondeur, lambda sur 4. Et puis ensuite, la distance entre les trucs là, eh bien, est figée aussi, puisque la tâche d'Airy, il ne faut pas qu'elle aille morte sur deux pistes. Donc tout a été calculé à partir du faisceau laser rouge, puisqu'on n'avait que ça en ce temps-là. On est quand même dans les années, bah, c'est plus écrit là, mais c'est quand même, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait des recherches et tout, et puis après, je ne me rappelle plus quand c'est. Purée, c'est possible. Là. Pour l'anecdote, entre parenthèses, des trucs là, les 74 minutes là. Je l'ai dit pourquoi, non? Non, je ne le dis pas. C'est parce qu'il fallait faire rentrer une symphonie de Beethoven. Il fallait absolument que ça rentre dedans. Donc, ça a été calculé pour ça. C'est marrant. Bon, alors, donc là, on avait le premier fonctionnement. Le deuxième document, bah, c'est ce que je vous expliquais avec la différence de marche. Donc, soit vous êtes en constructif, mais ça, c'est du cours. Hein. D'accord? On est en K fois lambda pour le chemin optique. Soit on est en destructif et il faut que ce soit un nombre impair de lambda sur 2. D'accord? Alors, une fois que vous avez ça, ici, alors oui, je vous refais sur la réfraction. Okay, donc la réfraction de la lumière, si vous avez un faisceau incident qui arrive par exemple donc l'indice de réfraction, alors l'indice de réfraction déjà, c'est la comparaison entre la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air, ça vaut à peu près la même chose, par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. D'accord? Donc, si vous avez n égale à 1, en gros, ça veut dire que vous voulez soit pas changer de milieu, c'est-à-dire vous êtes dans l'air ou dans le vide, d'accord? Si vous avez un n, alors le n peut être que plus grand que 1. Pourquoi? Parce que la vitesse dans un autre milieu que l'air ou le vide
de la lumière, elle ne peut être que inférieure. Donc vous faites 3 10 puissance 8 divisé par un nombre plus petit. Donc le n, il peut être que plus grand. D'accord? Typiquement, par exemple, pour le haut, c'est 1,33 pour l'eau. Et pour le, vous voyez, le plexiglas, c'est 1,55. Le plexiglas utilisé. Du coup, vous voyez, si vous avez un n de 1,55, vous faites 3 10 puissance 8 divisé par 1,55, vous inversez les deux là. D'accord? C, V égale C sur n. D'accord? Et bien vous divisez par 1,55, vous voyez que la vitesse de la lumière dans le plexiglas, c'est 1,94 10 puissance 8. Plus petit, évidemment, que 3 10 puissance 8. Du coup, ce que vous avez à comprendre, c'est ça. Ça, c'est important. On l'a déjà dit. C'est que lorsqu'une onde, elle change de fréquence, qui sont conservées. Il n'y a que ça de conservé. La vitesse, elle, va diminuer, on vient de le voir. Et du coup, aussi la longueur d'onde. Pourquoi? Parce que vous avez... Donc, si on prend sur ça, on prend C, c'est lambda sur T. Donc, si vous avez T qui ne change pas de milieu, eh ben, si vous changez C, forcément, le lambda va changer. Parce que si vous mettez T égale lambda 0 sur C, et que vous gardez T constant, si vous changez la vitesse, forcément, lambda change. OK? Donc, on l'utilise deux fois. On utilise cette relation deux fois. Dans l'air, on a une onde lambda 0. Par exemple, ce serait celle qu'on utilise pour le, comment ça s'appelle, le faisceau laser. Donc, ça vous fait T est conservé, vous faites lambda 0 sur T. Après, vous dites, bon, dans le polycarbonate, vous avez la même chose, V égale lambda sur T, mais du coup, vous dites T égale lambda sur V. Après, vous identifiez les deux, vous dites T égale T. Donc, ça vous fait lambda sur V, qu'on met ici, égale ça, lambda 0 sur C. Vous en déduisez du coup par un petit produit en croix, entre guillemets, où V ici, que lambda égale lambda 0 fois V sur C. Et puis ça, V sur C, si vous regardez, c'est l'inverse de C sur V. Donc, en fait, ça vous fait que lambda 0 est divisé par l'indice de réfraction n. Donc, c'est comme ça qu'on sait pardon, que en fait, la longueur d'onde qui arrive ici, c'est lambda 0, mais la longueur d'onde qui va aller dans le plexiglas, et donc elle est tapée sur la petite surface, c'est pas lambda 0, c'est lambda. Ça compte, parce que du coup, pour la tâche des riz, ça change sa forme. Il ne faut pas calculer par rapport à lambda 0. C'est-à-dire que si moi j'arrive et je dis, on va aller calculer, là on vous a dit, 600 et quelques nanomètres, là, je ne sais pas où j'ai foutu le truc, là. Bon, enfin bref, on regardera tout à l'heure. Si vous prenez directement sur lambda 0 du laser que vous donne, c'est faux. C'est faux parce qu'il faut aller se dire, attention, c'est dans le plexiglas, donc ça a changé la valeur de lambda. Ça va? Oui. 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 Bon, parce qu'on n'entend personne. Alors, on attaque. Alors, premier truc. Donc là, le TP aurait commencé maintenant, comme ça. Et on vous dit, au départ, il faut exploiter les documents afin de justifier que la profondeur est d'un creux de lambda sur 4. Je vous ai déjà beaucoup expliqué, d'accord? Donc vous allez faire ça assez vite. Ensuite, on a le laser. Donc le lambda 0, c'est 780 nanomètres. Il faut aller calculer, du coup, le lambda correspondant et justifier le fait que, du coup, le profondeur d'un trou, c'est 0,126 micromètres. D'accord? Et puis après, on fait ça en vrai. Donc là, vous auriez eu les petits... Alors, en vrai, entre guillemets, parce que on peut, comme j'explique là-dedans, on ne peut pas faire ça avec de la lumière. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des ultrasons, qui est une onde aussi, et on essayait avec un émetteur-récepteur qu'on met l'un au-dessus de l'autre. Je vous ai mis un endroit... oui, vous n'avez pas tout à fait dans la même version, j'ai changé hier soir. Mais ça et ça, on a le dessin, mais après, je vous explique à un endroit, il y a une remarque en vous disant que les émetteurs-récepteurs sont l'un sur l'autre. Parce que là, comme ça fait là, ça fait un peu bizarre. Enfin, il faut bien faire un dessin. Donc, le dessin, l'émetteur envoie comme ça, hop, et puis le récepteur, lui, reçoit ce qui se passe ici. Et ça asperge en même temps là-dessus et en même temps sur l'autre. Donc, on est capable de créer une différence de chemin pour l'onde. Purée.
Et donc, cette différence de chemin, eh ben, on va pouvoir la détecter si on met un oscilloscope. Ça, c'est des oscilloscopes. Hein. D'accord? Voie 1, voie 2, l'oscilloscope. Ça va? Du coup, ben, avec ça, on est capable de recréer un peu le système. On va le faire ensemble. Bon, déjà, on commence par A1, A2. Il faut faire 2-3 calculs. Alors, moi, j'ai déjà un peu tout dit. Servez-vous des documents et tout, et expliquez vite fait le fait qu'il faut lambda sur 4, obligé, et calculer, donc retrouver la profondeur d'un creux qui est de 0,126 micromètres. Je vous laisse faire, j'attends 1 minute ou 2. Je vous laisse faire ça. Vous rédigez, il faut vraiment rédiger votre truc, vous dites, et c'est comme si c'était une interro, d'accord? Donc, j'essaye de rédiger, je ne fais pas un truc à la noix en 2 secondes, d'accord? Comme la plupart vont faire. Essayez de faire quelque chose qui tient la route. Vous dites, il va le lire. D'ailleurs, je vais vous en faire lire un ou deux, comme ça on verra bien. Et si c'est pas terrible, ben, ça vaut pas grand-chose. Je mets un petit chrono pour le plaisir. Ouais, j'attends 1 minute pour les 2 premières questions. Bien. C'est bon, je peux commencer à corriger? Bon, je peux pas. Il y a quelqu'un ici? Oui. Ah bon, il y a quelqu'un. Mais je peux corriger du coup ou pas? Parce qu'on n'entend personne. Bon, il n'a pas fini les calculs, on dirait. Si vous n'arrivez pas à faire la 1 bien, de toute façon, la 2 se fait. D'accord? Parce que vous savez que c'est lambda sur 4, donc faut calculer, et puis voilà. Pour ceux qui ont fini et qui s'embêtent, vous pouvez faire le A3, hein, d'accord? Pendant ce temps-là. Bon, on démarre. Alors, ma correction. Donc, moi, je rédige quand même. Donc, si on regarde le document 2, donc le document 2 dit que donc vous avez du codage binaire 0,1. Et dans le document 3, donc il faut les interférences. Là, dans votre truc, il faut raconter qu'il vous faut les interférences destructives. Donc, le document 3, lui, il dit ce qui se passe pour les interférences destructives. Et donc, vous avez un nombre impair de lambda sur 2. Vous prenez le premier qui vient pour lambda, pour le K, pardon. C'est pas la peine. Pourquoi on prend le premier? Parce que ça permet d'avoir une cuvette qui fait que la différence de marge, si vous voulez, fait que lambda sur 2. Si vous prenez K égale 1, vous pouvez, mais ça vous fait 5,5. Donc ça veut dire que vous allez faire un creux qui est plus profond encore. Ça sert à rien. C'est pas la peine d'aller faire un CD qui fait 10 cm d'épais. Donc on cherche à avoir un CD le plus petit possible, le plus fin possible. Donc on prend la première différence de marge qui vient. Donc la première différence de marge qui vient, c'est K égale 0, ça vous fait delta égale lambda sur 2. D'accord? Et vous dites simplement, ben, comme on a un aller-retour, donc ça vous fait lambda sur 4 quand ça rentre jusqu'à la cuvette, ça revient, ça fait lambda sur 4, et donc le tout fait lambda sur 2. Donc c'est comme ça que vous expliquez que la profondeur du creux, c'est lambda sur 4. Et puis voilà. D'accord? C'est bon ou pas? On peut poursuivre? Oui, c'est bon. Oui. Bon, alors,
Ensuite, le calcul d'après est assez facile, puisque je vous ai donné la formule. Donc, vous avez lambda, c'est lambda 0 sur n. Le lambda 0, vous le file, c'est 780. Vous divisez par l'indice qu'on vous donne, 1,55, vous tombez sur 503 nanomètres. D'accord? Je l'ai converti en micromètres, parce qu'après, tout est en micromètres, donc il vaut mieux. Donc 503 nanomètres, ça fait 0,503 micromètres. Ça fait 503 fois 10 puissance moins 3, si vous voulez. Donc micromètres. Et puis, du coup, vous divisez par 4, et ça vous fait un truc de l'ordre de 0,125, et eux, ils annoncent, je crois, 0,126. D'accord? Parce qu'on a quelques... On n'est pas assez précis au niveau des lambda. Ça, c'est pas un problème. Ça va pour tout le monde? Donc, la profondeur d'un creux, pour un CD, on n'a pas le choix. 0,125 micromètres. Monsieur, Oui? faut répéter, s'il vous plaît, Répétez quoi? le calcul. Ah alors, tu le vois quand même sous le voile, hein? Je l'ai perdu. Quoi? Est-ce que tu le vois à l'écran, le calcul? J'étais sur le... Sur... Maintenant, je le vois, oui. Ah bon, d'accord. Donc moi, je dis que la formule lambda, c'est qui utilise. Donc lambda, c'est la vraie longueur du faisceau laser lorsqu'il va aller taper dans le creux, parce qu'il est rentré dans le plexiglas. Donc il y a réfraction. Donc le faisceau laser au départ, il fait lambda 0, 780 nanomètres. Mais il faut diviser par 1,55 parce qu'on est dans le plexiglas. Donc le nouveau lambda, c'est 503 nanomètres. Ça, c'est la vraie longueur d'onde du signal qui va aller taper le CD. Donc j'ai converti en micromètres 0,553, c'est-à-dire j'ai divisé par 1000. Okay. Et après, une fois qu'on a fait ça, on sait que c'est lambda sur 4, vu qu'on a montré la question d'avant. Donc on fait lambda, 0,503 divisé par 4, et ça fait 0,125 micromètres. Et c'est bien la profondeur qui est attendue. On est bon? Oui. Ok. C'est qui me parle, entre parenthèses? J'arrive pas à reconnaître la voix. C'est Octave. Ah, d'accord. Ouais, j'y pensais. Marrant. Alors, on passe à A3. Du coup, A3, c'est ce que je racontais. Il nous faut un dispositif où on envoie une onde et on reçoit. Donc, en fait, l'émetteur qui est là, globalement, pour vous, c'est le faisceau laser. Et le récepteur qui est là, c'est la photodiode. D'accord? Et l'onde va parcourir un chemin. Donc, une partie va aller taper là, une partie va taper là. Et du coup, il va y avoir interférence. Et si vous placez bien la plaque fixe par rapport à la plaque mobile pour créer une différence de niveau, pour créer un creux en quelque sorte, on va avoir des interférences soit constructives, soit destructives. Okay, si vous mettez les plaques au même niveau les deux, il n'y a pas de différence de chemin optique, on aura des interférences qui seront constructives. C'est obligé. Monsieur, Oui? dans la réalité, c'est comme sur le schéma, l'émetteur et le récepteur, ils sont décalés? Non, Ou non, c'est non, l'émetteur non. et les récepteurs aussi? Non, tu peux faire ça, hein. Mais nous, on faisait avec les moyens du bord, hein. Donc au lycée Jean Monnet, on a ce matériel qui est là, vous voyez ça, vous reconnaissez les petits machins là, Oui. Ouais, c'est tout les ça? grappements. Voilà, donc moi du coup, j'ai pris ça pour faire, vous voyez, pour essayer de vous faire comprendre, ok? Donc moi je les ai mis comme ça là, mais en vrai, ils sont, comme c'est mon... Et en vrai, c'est comme ça. Vous voyez, ça, on voit très bien, on est dans la salle A112, d'accord? Et là, vous voyez, moi, je prenais, pour faire les différences de niveau, je prenais deux générateurs. D'accord? Donc là, il n'y a pas de différence de niveau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, quand je les mets comme ça, ils sont côte à côte. Il n'y a aucune différence de niveau et les émetteurs, je mets l'un sur l'autre. Vous voyez? Sinon, on ne peut pas bien capter. Et quand vous n'avez aucune différence de niveau, c'est forcément constructif. Et à l'écran, on voit donc, les ultrasons, on voit le signal sinusoïdal, et il a une amplitude assez grande. Donc ça voudrait dire que si c'était de la lumière, c'est très lumineux. Okay, et si vous les décalez l'un par rapport à l'autre, là on voit un léger décalage. D'accord? Et bien l'intensité lumineuse diminue parce qu'il y a une partie du faisceau qui est donc avec un chemin optique, entre guillemets, un chemin en tout cas plus grand. D'accord? Et si vous le déplacez pile bien comme il faut,
eh ben, vous allez avoir vraiment quelque chose de minimal. Tandis que si vous continuez, imaginez que vous ayez trouvé la bonne profondeur, et que vous avez ça, si vous continuez à décaler l'un par rapport à l'autre, ça va revenir comme ça. Et puis après, si vous continuez à décaler, ça va revenir comme ça, et ainsi de suite. Ça va se balader entre les deux au fur et à mesure que vous allez vous déplacer comme ceci. Monsieur, Oui. comment sur l'expérience vous avez fait pour évaluer le lambda sur 4 du coup? Eh ben, justement, c'est ma question. Ah, C'est ma question. Donc, de combien j'ai décalé? Voilà ma question. En gros, si tu regardes bien le TP, c'est ça. Donc, je vais cacher un peu là. Donc, il ne faut pas qu'on voit trop. Donc, travail à réaliser. Donc, vous avez, alors à la limite, est-ce que j'ai pas ouvert le TP? Non, dommage, j'aurais pu le faire comme ça. Placer la place, donc la plaque mobile pour modéliser une situation analogue à un 0. Donc un 0, moi je vous ai dit qu'il faut que ça soit au même niveau, c'est-à-dire que vous les mettez, comme j'ai dit, côte à côte. À la limite, je vais continuer à travailler là, comme ça, moi pense je vais chercher mon truc. Ah, d'ailleurs, je l'ai là. On va pas mettre 15 ans, voilà, comme ça. Hop, c'est comme ça me permet de placer mieux de l'un à l'autre. Ok? Donc, si je les mets les deux au même niveau, j'ai pas de différence de chemin optique et on a dit que ça faisait un 0. D'accord? Donc ça, c'est facile. Après, c'est comment placer la plaque mobile pour modéliser une situation de 1. En gros, il faut faire ça. Il faut les décaler l'une par rapport à l'autre de lambda sur 4. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, on est en vrai. J'utilise une certaine catégorie d'ondes. Donc, vous devez me dire, ben voilà, vous devez le tant de centimètres ou de millimètres, ou ainsi de suite. Vous avez vu que c'est assez peu. Donc, j'attends le premier qui trouve. On y va. Là, c'est facile, il suffit que j'attende. Le premier qui a trouvé dit, moi, je pense qu'il faut décaler de temps et on essaye de comprendre pourquoi. J'ai tout le monde, c'est bon là? Vous êtes en train de chercher? Oui. Eh bien, c'est parti. Merde, en même temps. Le truc important pour vous aider, c'est ça. Le dispositif, c'est écrit. j'ai trouvé, je crois. Ouais, vas-y, combien? 2,1 mm. Et pourquoi? On regarde, enfin on trouve la longueur d'onde. Enfin vu que c'est du son, du coup c'est 340 mètres par seconde. On a la Ouais. fréquence, du coup on a la longueur d'onde. Donc, Et on divise par 4. t'as trouvé combien pour les ultrasons en longueur d'onde? 85 mm. Non. 8,5 mm. Voilà, mieux. Donc, après, tu as divisé par 4 et tu as trouvé à peu près. 2,125 mm. Voilà. Alors, du coup, j'ai oublié d'ouvrir. Quoique, d'ailleurs, si ça se trouve, j'ai fait le. Je vais peut-être poser le calcul, du coup, on le voit, c'est pas la peine que je me casse. Donc, l'idée, elle est ici, oui, voilà. Voilà. Donc, il faut partir avec l'idée que la vitesse d'une onde, c'est lambda fois f. Et donc, lambda, c'est la vitesse de l'onde sur la fréquence. On part comme ça. Comme tu as bien remarqué, c'est du son, donc c'est pas 3 × 10⁸, c'est 340 mètres par seconde. Et on divise par 40 000 parce que c'est 40 kHz. Donc ça fait 40 000. Quand vous faites le calcul, vous tombez sur 8,5 10⁻³ mètres, c'est-à-dire 8,5 mm. D'accord? Je signale qu'on a déjà, on le sait en fait que ça fait 8,5 mm parce qu'on a déjà fait sur les ultrasons. Mais comme vous le faites que très rarement,
Vous vous en rappelez pas, mais on a déjà fait ces trucs-là. On a ça. Et puis après, eh ben, on dit on veut que la profondeur du trou soit en lambda sur 4. Donc on divise ça par 4 et ça nous fait à peu près 2,1. Donc c'est pour ça que le dessin qui est là, ici, il faut décaler l'un par rapport à l'autre de 2,1 mm. D'accord? Ce qui est assez difficile à faire techniquement, je vous préviens tout de suite, mais ça se fait, vous y arrivez, et vous tombez sur un signal donc reçu qui est minimal. Ça correspond à ce que je vous ai expliqué, ici. Là. D'accord? Maxi, mini, et là on est au minimal par là, parce qu'on a décalé en lambda sur 2 au maxi. En lambda, enfin lambda sur 4, on a un chemin optique de lambda sur 2. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va. Bon. Donc je signale que pour faire un truc comme ça en vrai, parce que le temps qu'on met en route les oscillos, vous arrivez un peu tous merdier, que ça marche de tout, vous arrivez à capter un signal, il nous faut 30 minutes. Bon, là, il nous faut à peu près 2 minutes. Alors, on poursuit, nous, pendant ce temps-là. Et on fait... donc, tout ça, c'est réglé. Et on passe maintenant à l'autre partie. Et cette partie-là, c'est vraiment la structure du CD lui-même. Avant, c'était pour comprendre donc, physiquement ce qui se passait au niveau des interférences, puisqu'il n'y a que ça qui finalement m'intéresse, réfraction et interférence. Et puis là, eh ben, on voit la structure du CD, on voit bien. D'accord? Alors, vous ferez gaffe parce que dans les formules des lettres, on n'utilise pas forcément 20 000, donc il y a des fois, il y a des lettres, c'est un peu les mêmes. Donc, c'est difficile de... Il faut se concentrer des fois, il faut faire gaffe. Alors, du coup, ça va lire comme ça. Hein. On voit, ça s'appelle une piste ou un sillon. D'accord? Et il faut qu'il ait une certaine largeur. D'accord? Cette largeur, bon, ben, elle vaut autant, quoi. Ça, c'est si vous voulez, c'est le, comment dire, c'est le faisceau laser, c'est la tâche d'Airy qui ferait ça. Et il faut que cette tâche d'Airy soit plus petite que la distance entre les deux centres des sillons qui sont là, d'accord? Donc la distance, c'est ce qu'on appelle le pas du sillon, comme ça. C'est A. Et puis vous avez petit l, la largeur de la tâche d'Airy. Au bout d'un moment, on confond les deux. Hein. On dit, bon, c'est comme si c'était à peu près la même chose. On ne s'occupe pas qu'il y ait une partie qui ne sert à rien, entre guillemets, pour faire les calculs. Hein, je vous préviens tout de suite. Donc, on vous raconte un disque optique qui a une partie métallique sur la largeur L et de pas A, distance entre les pistes. Ce sillon contient l'information stockée sous la forme d'une longue suite de creux, ainsi de suite. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, vous avez compris. Donc, lors de la lecture, le sillon est parcouru par le faisceau laser, dont la partie réfléchie est détectée par un capteur. Donc, tout ça, on a tout vu. Ensuite, pardon, on vous dit les 1 donc, correspondent au passage d'un creux inalvéole, on a déjà dit, les 0 par un niveau constant. Et je vous dis aussi un autre truc, là c'est une petite information en cours de route, c'est que les plus petites alvéoles ont une longueur de l'ordre de 0,85 micromètres. C'est la longueur d'un zéro ou d'un. Et on vous dit après qu'ils sont évidemment regroupés, donc ça correspond à des bits, et on les met par 8, et puis ça fait un octet, où ça s'appelle byte en anglais. Ça, le 0,85, on va le retrouver. Et c'est la longueur minimale qui est là, enfin par exemple celle-là, du coup, celle-là, minimale. Ça fera automatiquement 0,85, vous verrez, dans un exo quoi, entre parenthèses. Ils ont, ceux qui ont inventé le système, Sony, là, ils ont rencontré certains problèmes et donc ils ont réglé d'une certaine façon les problèmes techniques. Bon, alors ensuite, le truc lui-même, c'est ça. Donc là, ça va commencer à être un peu plus complexe, dans le sens où, je vais mettre tout comme ça, là, vous avez le faisceau, mais le faisceau laser, on le fait converger à travers une lentille. Ensuite, donc tout ça crée forcément, à un moment donné, une tâche d'Airy, parce qu'il y a
tout le système a une certaine taille, ainsi de suite. Enfin bref, ça vous fait à la fin, vous n'arrivez pas à un point aussi fin que vous voulez. Vous avez forcément de la diffraction qui se crée, et donc forcément vous avez ce truc qui est là, donc ce machin, la tâche d'Éric qui est là, et donc vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux que cette taille-là. On ne s'occupe pas, entre parenthèses, quand on parle de la tâche d'Éric, lui, la tâche centrale. On ne s'occupe pas du restant, qui lui forcément déborde sur les autres pistes, entre parenthèses. D'accord? Mais ça marche visiblement, puisqu'on a réussi à en faire fonctionner. Du coup, il y a ce qu'on appelle ici, on vous dit, il y a ce qu'on appelle une ouverture numérique qui s'appelle NA. Alors, et on a un, alors, plus petit, parce que non, il faudrait que j'ai tout en même temps. Donc, le diamètre du spot de la tâche d'Éry, hein, donc en fait, le diamètre de la centrale, si on voulait parler comme on a l'habitude de faire, il est donné par cette relation, qu'on peut retrouver, je signale entre parenthèses, parce qu'on l'avait fait déjà une fois, si ça vous dit quelque chose. On l'avait fait avec, quand on a fait l'exo sur la tâche d'Éry, on a retrouvé un truc qui ressemblait à ça. Si ça vous dit. Donc ça vous fait 1,22 fois lambda divisé par NA, et NA c'est quoi? D'accord? Eh bien, NA, ça correspond au sinus de l'angle qui est là. Alors, pour vous montrer quand même que ça se calcule, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, si vous regardez ici, ça fait un triangle rectangle. Ça. D'accord? Ici, vous avez, alors ça, le côté. À partir du moment où vous mettez un angle, vous savez qui est le côté opposé. Le côté opposé, c'est lui. Si je mets l'angle ici, le côté opposé, c'est lui. Hein. D'accord? Donc, l'angle est là, alpha, le côté opposé, c'est lui. La distance de là à là, c'est la moitié de D. Donc là, c'est D sur 2. D'accord? Et vous divisez A, si c'est un sinus, par l'hypoténuse, qui est ici. Pour calculer l'hypoténuse, ben, vous faites ce côté, D sur 2, au carré, plus, ici, c'est la distance focale. D'accord? C'est la distance minimale pour que ça converge. Et donc, là, elle est marquée F, distance focale, ici. Donc, ça vous fait F au carré. Et puis, comme vous voulez, ben, là, vous faites le signe carré de tout. Donc, ça vous fait côté opposé sur hypoténuse, et ça vous fait le sinus alpha. Et c'est ça qu'on appelle l'ouverture numérique. Alors nous, on fait NA parce que en anglais, ça donne c'est ce nom qui est là. Donc, c'est resté NA. OK? Du coup, on comprend mieux là. Si vous regardez, ça fait, on peut arriver à comprendre le truc, mais c'est pas le problème. Ça, c'est une formule qui vous sera donnée. Il faut juste ensuite aller, vous allez voir en dessous, on va chercher le NA qui n'est pas le même suivant le système CD, DVD ou comment ça s'appelle, Blu-ray. Donc cette formule, elle n'est pas à savoir démontrer ni rien. Le NA, c'est de la géométrie quand même de base, et on utilise cette relation. Ok? C'est juste cette relation, elle permet de trouver la taille de la tâche, du diamètre, du spot de la tâche d'Éric. Ok? Du coup, application, ici. Si vous avez un CD, eh bien, là, je ne sais pas si vous allez bien lire, le lambda pour un CD, c'est 780 nanomètres. Le NA, c'est-à-dire l'angle sinus alpha de ça, vous voyez, eh ben, c'est 0,45. Si vous prenez un DVD, ils ont un lambda qui est un petit peu plus proche du CD parce que c'est 650 nanomètres. C'est à peu près celui qu'on a nous. Il me semble que c'est celui-là d'ailleurs. Et ça, l'écartement là est un petit peu plus grand. Donc le NA, il vaut 0,6. Ça ne se voit pas trop à l'écran, mais enfin bon. Et puis là, le Blu-ray, ça se voit très très bien. Donc le Blu-ray, vous êtes très très proche du violet, en fait, à 405 nanomètres. D'accord? Et le NA, donc là, il y a un angle énorme. Donc le sinus est grand, 0,85. Entre parenthèses, vous voyez que ça rentre moins profondément dans le plexi. OK? Du coup, ça permet d'avoir en fait, entre parenthèses, une tâche notamment, quand on fait le calcul, qui est ici, un D égale 1,22, on gagne 2 fois, parce que vous voulez D le plus petit possible. Si vous prenez lambda
ici, à 405, et vous divisez par 0,85, c'est toujours mieux que de prendre lambda à 780 et diviser par combien déjà 0,45. D'accord? Donc vous avez intérêt dans cette formule, si vous voulez, D le plus petit possible, à avoir lambda le plus petit possible, NA le plus grand possible. Vous gagnez 2 fois. D'accord? Donc, une fois qu'on a... Ça, c'est un document qu'on donne un peu partout. On peut vous le donner en interro, au bac blanc, enfin ou pas au bac blanc, au bac... D'ailleurs, entre parenthèses, on sera en bac blanc en ce moment, normalement, je crois. Vous m'entendez ou moi ou pas? Oui. Ouais, Oui, ouais. oui, parce que- Ouais. parce que c'est- Oui, oui. ça fait quand même bizarre de faire cours chez soi, on n'entend rien. Si on parlait à un écran d'ordinateur, c'est étrange. Enfin bon. Alors, du coup, ça a une incidence, tout ça, sur la distance entre les pistes. Vous voyez? Si vous prenez un CD, donc à 780 nanomètres, il faut tout ça de distance. Et si vous prenez un Blu-ray, il faut ça de distance. Donc, forcément, sur la même surface de CD, vous voyez, c'est la même surface de disque, on va dire, vous en mettez beaucoup plus de pistes sur le Blu-ray que sur l'autre, puisque les distances sont plus courtes. C'est quand même assez logique. Du coup, les capacités sont complètement différentes. Vous passez de 700 mégaoctets à 25 gigas quoi, sur un Blu-ray. OK? Alors, du coup, on rentre dans les calculs. Les calculs, si vous voulez connaître la surface qui est utile pour aller coder, donc mettre toutes ces petites alvéoles, la piste en fait, eh bien, tout ça est défini, vous ne pouvez rien y faire, hein, ça a été défini par ceux qui ont inventé le système. Et donc, il y a un premier rayon c'est codé sur la surface du disque entre 2,25 et 5,90. Qui est avant, c'est pour faire, il y a le trou pour mettre le doigt et ainsi de suite tenir. Et puis après, il y en a un petit peu qui sert à rien aussi, ainsi de suite. Je signale que la surface aussi, elle n'est pas toute, il y a pas, il faut plein d'informations aussi pour de guidage, pour retrouver, par exemple, quand démarre une chapitre, si c'est un DVD, et ainsi de suite et tout, d'accord? Donc il y a plein d'autres informations que l'information brute qui serait le film ou la chanson, hein. Il faut plein d'autres informations dedans. Donc la surface utile, une surface, quand vous avez un disque, c'est pi r carré. Donc si vous avez une surface utile sur le disque, et puis à l'intérieur, il y en a une qui n'est pas utile, il faut soustraire les deux. Donc ça vous fait pi r carré, R2 carré, moins pi R1 carré. Vous mettez pi en facteur et ça, c'est la surface utile. D'accord? Ensuite, vous avez... Donc là, c'est en gros, c'est tout ça, moins tout ça. Donc ça fait cette surface qui est là. OK? Après, on vous dit, bon, OK, ça c'est bien, mais vraie surface de la piste, en fait, on peut la calculer autrement. On peut calculer en disant que c'est un fil qui a une certaine largeur. Voyez? Et donc, on fait la longueur totale de la piste, puisqu'il n'y en a qu'une, en fait. La spirale, il n'y en a qu'une. Donc, la longueur totale ici, comme si c'était un long ruban, et normalement, on devrait multiplier par L, mais en fait, on va multiplier par A, ici, puisque c'est la distance, en fait, entre les deux, c'est plus facile. Et on fait S égale A fois L, et on a aussi une autre formule de la surface utile codée. D'accord? Après, on vous dit que pour un CD audio classique, la vitesse de rotation, de défilement, pardon, des alvéoles, c'est 1,22 mètres par seconde. D'accord, c'est standard et tout. Du coup, parce qu'il faut que ça soit une vitesse constante. Parce que, en fait, il faut vraiment lire tous les temps de temps. Donc, top, je lis, top, je lis, top, je lis, top, je lis. Et je regarde si donc le signal, il est comme je vous ai montré là précédemment, qui fluctue en intensité. Donc, il y a une lecture tous les temps, tous les top, 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 comme ça. Et du coup, il ne faut absolument pas que la vitesse de défilement du CD change. Or, comme c'est un cercle, et quand il tourne, ici, ça tourne beaucoup plus lentement que là. Parce qu'il faut que ça tourne à la même vitesse. Okay, donc, les vitesses de rotation, ce n'est pas les mêmes. Vous voyez, comme ça. Parce que si vous faites tous un même tour, imaginez vous êtes là, et l'autre il est là, et vous faites un tour complet. Celui qui est là, il a parcouru cette distance, pendant que l'autre, il a parcouru toute cette distance.
Donc, celui qui est là, il va plus vite que lui. Donc, en vitesse angulaire, ils ont la même. Par exemple, ça serait 1 tour par seconde. D'accord? Par contre, lui, il fait cette distance en 1 seconde, l'autre, il fait cette distance. Donc, l'autre, il va plus vite. D'accord? Du coup, on est obligé, au fur et à mesure, de changer la vitesse de rotation du CD. D'accord? Du disque. Et donc, on vous dit, ça tourne à un peu plus de 5 quand on est près du centre, et ça tourne qu'à 200 tours par minute quand on est à la périphérie, puisque comme il va plus vite, il faut qu'il tourne plus lentement. D'accord? Ça s'appelle un asservissement. On appelle comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une fonction mathématique qui va définir la rotation du disque au fur et à mesure que ça se déplace, entre guillemets. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, une fois qu'on a compris un peu toutes ces données, on imagine qu'elles existent. Eh bien, alors ça, on ne le fait pas tout de suite. Par contre, il y en a un qui coupe son micro parce que moi, ça me fait un retour. Et du coup, moi, j'entends. Je ne sais pas si c'est pas Alexis d'ailleurs. Alexis! C'est pas lui qui d'habitude me parle. C'est Alexis. Eh ben, il s'est barré. Tommy, mute là. Il s'est barré boire un coup. Alors, bon, bah, coupe ton micro. Bah, coupe ton micro. Ah bah voilà, impeccable. Voilà, c'était lui. Alors, ça, après, on s'en occupe. Mais quand on a fini les calculs, parce que vous voyez, ça va définir ce qu'on appelle un réseau. Ça, en fait, il faut imaginer que c'est comme si c'était 2 fentes. Ça fait les fentes Young. Mais le système, si vous le répétez beaucoup de fois, vous voyez, comme ça, eh ben, les fentes Young, elles deviennent très compliquées. Et on ne parle plus de fentes Young, on parle d'un réseau. Ça s'appelle comme ça. Et il se trouve que ça, eh ben, ça fait un réseau. Vous voyez? Parce que quand vous avez la lumière qui va arriver dessus, eh ben, toute cette lumière, elle va taper sur là, taper sur là, taper sur là. C'est très très proche les uns des autres. Et ça fait un système de fentes Young. Et ça va expliquer tout à l'heure le fait que quand vous avez un CD dans les mains et que vous le déplacez comme ça avec la lumière, on voit des différentes couleurs, l'irisation. D'accord? On voit les décompositions de la lumière. Ben, ça s'explique avec ça. Avec le fait que ça a fabriqué un réseau. Donc, c'est un truc de fond de Young. Alors, on y va. Première question. Il faut me montrer donc le diamètre du faisceau laser limite la capacité de stockage du disque, puisqu'il ne doit pas il doit couvrir qu'une piste à la fois. À l'aide des documents 1, 2, 3, calculer le diamètre du spot lumineux pour que le disque optique de type CD, calculer le diamètre du spot optique, et ensuite il faut montrer à l'aide d'un schéma qu'il est suffisamment petit pour ne recouvrir qu'une piste à la fois. Donc déjà, il faut calculer le diamètre du spot, et après, il faut me faire un schéma avec au moins 2 pistes côte à côte, et me montrer que quand vous avez le diamètre, eh bien, ça ne va pas mordre sur celle d'à côté, sur la piste d'à côté. OK? Vous avez compris mes questions? J'attends 1 minute et on y va. Donc, il faut trouver déjà le diamètre du spot. Avec tous les documents qu'il y a. Je ne peux pas tous les mettre à l'écran, vous les avez.
Bon, je reprends la main, ça fait 2 minutes. Alors, du coup, l'idée, c'est d'aller calculer ça et il nous faut cette formule. Okay, donc, D égale 1,22 lambda sur N1. On a dit que c'était avec un CD audio. Donc, lambda, c'est 780. NA, c'est 0,45. Donc, on peut calculer le diamètre du spot. Donc, théoriquement, j'ai déjà fait les calculs. On va les regarder direct. Donc, ça nous fait... comme ça. Voilà ce que j'attendais. Vous allez prendre votre temps. Donc, j'ai utilisé la formule. Et ça fait 2,10 puissance 3 nanomètres. Je convertis en micromètres, ça fait 2,1 micromètres. Donc, j'en déduis que la taille du spot, c'est 2,1, le diamètre du spot, c'est 2,1 micromètres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Ah bon, j'ai eu peur, il n'y a plus personne. Une fois que vous avez ça, bah après, je vous ai dit, moi j'ai fait un dessin avec 2 pistes, d'accord? Et il est écrit que pour un CD, le pas du CD, c'est 1,6 micromètres. OK? Donc vous faites un dessin, vous ne faites pas à l'échelle, là je ne suis pas à l'échelle non plus, entre parenthèses. Donc là, il y a 1,6 micromètres. Et comme c'est le diamètre, si vous voulez, le rayon, c'est en gros, c'est 1 et quelques. Donc 1 et quelques, c'est forcément plus petit que 1,6. Donc moi, mon faisceau, là, il y a 1 et là, il y a 1,6. Donc mon faisceau, il vient, si j'arrive à le centrer là-dessus, comme ça, il ne viendra jamais taper sur la piste d'à côté. Je signale qu'entre parenthèses, il faut encore un système de guidage du faisceau laser. Donc il faut encore un système avant pour aller, qu'il puisse voir qu'il est en train de suivre ça, qu'il ne diverge pas, parce que forcément le système, il va faire comme ça. Donc il faut une marge encore. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce truc? Oui. Ça va? Oui. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, on vous demande, il faut trouver la longueur de la piste. Combien ça fait de long la piste sur un CD? D'accord? Donc, en fait, on vous demande ceci. Combien ça vaut tout ça? Toute cette longueur? Comment on s'y prend? Je mets juste comme ça, j'ai pas dit les documents, mais enfin, pour vous aider, les documents, c'est là. C'est une histoire de surface. Là, vous voyez, la surface, on voit ça. Là, on voit l'autre surface, c'est la même. D'accord? Ça représente la même chose. Et là, on a le pas du CD et la longueur qui nous intéresse. D'accord? Donc, ça doit se faire. J'ai identifié S. Vous calculez un peu tout. Il faut juste le faire. Faites gaffe aux conversions aussi, hein, parce que là, si vous au carré, vous oubliez 10 puissance moins 2, au carré 10 puissance moins 4, vous allez me trouver des nombres complètement débiles. Donc, pour ceux qui sont complètement paumés, déjà calculer la surface. Mais la surface en mètres carrés. On est bon? Bon, on n'est pas bon. J'attends encore.
Le premier qui a trouvé, il dit comment il fait, comme ça on voit si c'est en top délire ou pas. Bon, alors, je laisse la longueur ou pas? Toujours pas. Est-ce que vous avez trouvé la surface? Parce que moi, je l'ai calculé. Je fais le calcul d'un bloc, mais que quelqu'un aura une surface. Moi j'ai la longueur, mais ça me paraît énorme. Bah, dis-moi combien? 5,8 fois 10 puissance 3 mètres. Oui, donc en kilomètres. 5,8 km. Voilà, bah c'est ça. Ça paraît dingue, mais c'est ça. Alors, on fait les calculs. Du coup, ben, voilà ce que je propose comme calcul. Identifier les... Donc, soit vous dites surface, c'est A fois L, d'accord? Puisque vous avez une distance qui est là de A, comme ça, et puis fois la longueur, hein, d'accord? Donc, c'est soit A fois L, soit c'est ben, ce qu'on vous a pi r carré moins l'autre, là. Du coup, eh ben, je cherche L, d'accord? Donc, ça vous fait pi r carré machin divisé par A, comme ceci. Puis après, ben, on fait l'application numérique. Donc, le premier, il a 5,90 cm que je convertis en mètres, que je mets au carré, moins l'autre 2,25 cm converti en mètres mis au carré. Moi, je fais le calcul d'un bloc. Hein, donc, mais en gros, si vous avez calculé la surface, moi, j'ai trouvé 9,3 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés. Ça correspond à 93 cm². Ce qui est à peu près logique, si vous voulez, ça fait en gros, si vous regardez le truc, vite fait comme ça fait 10 par 10, ça fait 100. Bah, donc c'est faisable, c'est pas complètement dingue. 100 cm². Du coup, là, on a ça. En bas, ben, A, c'est 1,6 micromètres, donc c'est 1,6 moins 6. Si vous ne vous plantez pas, vous tombez sur ce que tu as dit, 5,8 10 puissance 3, c'est-à-dire 5,8 km. Et quand on cherche sur Internet, ça correspond à ça. Donc ça paraît assez dingue, mais... D'ailleurs, après, bah, vous allez voir. Et on s'en sert pour savoir, du coup, combien de temps ça dure. Du coup. Donc, question suivante. C'est bon pour tout le monde? Vous avez pigé le truc, là? Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est assez souvent, en fait. Attention, au bac, ça c'est pas rare. Hein. Moi, toutes les questions que vous avez là, c'est pas impossible. OK? Ça s'est vu dans des sujets de bac. Hein. Vous regarderez sur la lycée, évidemment. Du coup, une fois qu'on a la longueur, moi, je vous dis d'en réduire la durée de sur un CD, et puis la capacité. Alors tous ces trucs-là, on a déjà les infos, hein, d'accord? Il suffit en fait de les retrouver. Okay, donc comment on sait tout ça? Donc il faut me calculer la durée de la musique. C'est combien la valeur? Alors du coup là, il y en a un qui sort comme ça. Personne? Je l'ai mise dans le cours. Et puis donc la capacité. Donc la capacité en octets, on l'a déjà. C'est ça. Il faut retrouver cette valeur. Et puis combien de temps va durer le CD au maximum? Donc je vous laisse faire. L'important, pour aller vite quand même, parce que c'est 9h48, l'important c'est ça, c'est la vitesse. D'accord? Parce qu'une vitesse, eh ben, c'est une distance divisée par une durée. La distance, ben, vous la connaissez, c'est 5,8 km. Donc vous mettez en mètres évidemment. Et puis la vitesse, vous l'avez, donc la durée, vous devez la trouver. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Ouais, non, ça va pas mal. On est dans les temps. Je suis toujours optimiste, je croyais qu'on allait faire encore des exos après.
d'habitude. Alors, le calcul, le voilà. Ici, je vais cacher un peu là, comme ça, parce que vous voyez tout le truc d'après. Bon. Donc, on vous dit que ça défile à 1. On roule à 10, vous faites V égale L sur delta T. Vous en avez delta T, L sur V. La longueur, c'est 5,8 10 puissance 3 mètres. Vous divisez par 1,22 et vous tombez sur un truc de l'ordre de 4788 secondes. Vous me divisez ça par 60 pour avoir des minutes, ça fait de l'ordre de 80 minutes. Et évidemment, ça dure un peu moins longtemps, donc je vous ai expliqué, hein, ça dure 74 minutes pour la 5e de Beethoven. Du coup, le restant, bah, ça sert aussi, ce que je vous ai expliqué, il faut des trucs de codage, et ainsi de suite. On en perd un petit peu de surface utile pour qu'il faut de la technique autour. Et puis, une fois qu'on a les 74 minutes, faut me dire quelle est, enfin, pas forcément avec ça, d'ailleurs, c'est à vous de voir, quelle est la capacité donc, du disque. Donc, la réponse, c'est ça. Il faut retrouver ce nom, un truc de ce type-là. Comment on fait? OK? Donc, pareil, je vous laisse chercher un petit peu, puis vous me proposez une réponse. Alors, on corrige. Donc là, c'est un peu plus long le raisonnement. Alors, il faut faire un masque, il y a une indication. C'est en fait, on a la longueur des alvéoles. Et on vous dit que les plus petites alvéoles, elles font 0,85 micromètres dans le document 1, qui est, on retrouve le document 1, ici. Donc, oui, c'est vachement planqué. D'accord? Et du coup, ça, c'est la longueur d'un 0 d'un 1, d'un bit, en fait. 0,85 micromètres. Il y a un truc aussi, on verra, parce que comme je vous donnais des exercices, c'est écrit dans le numéro 20, page 70, ils expliquent qu'entre 2 et 1, il faut minimum 2 zéros. Donc, peu importe, nous, on n'a besoin que de 0,85 micromètres. OK? Donc, si on veut un octet, on va faire directement un octet. Il faut, un octet, il mesure, il met sur un CD 8 fois 0,85 micromètres, c'est-à-dire 6,8 micromètres. Ça, c'est un octet. La longueur totale, c'est 5,8 fois 10 puissance 3 mètres. Vous divisez la longueur totale par la longueur octet, entre guillemets, qui est 6,8 10 puissance 6. Et là, vous tombez sur 853, en gros, millions d'octets. D'accord? Et en gros, donc ça fait 853 mégaoctets. Donc voilà le calcul qu'il faut faire.
J'attends 2 secondes que vous ayez un petit peu pris, puis après je vais commencer même, je tout là, avec les mégas, kilos, machin, parce que c'est pas tout à fait 1000, c'est pas tout à fait 1 million, et ainsi de suite. On le voit dessous. Monsieur, vous avez pris où l'info de la taille Je l'ai des... prise dans le document 1, ici. Tu vois, dans le document 1, partie B, document 1, il y a ça. Bon, nous, comme on est dans le AP et tout, mais enfin, il faut quand même se méfier. Quand vous êtes dans un, comment ça s'appelle? Dans un bac quelconque, une épreuve de 3h30, il peut y avoir 8-10 pages. Ça peut ressembler à ça, hein. D'accord? Moi, tout ce que vous avez là, c'est tous des trucs que j'ai plus ou moins, à part celui-là, je l'ai peut-être fait moi-même, mais la plupart des trucs qui sont là, en fait, c'est des copies comment ça s'appelle, d'examen ou de trucs comme ça, enfin, de bac. D'accord? Ça, c'est typique. Par exemple, ce truc qui est là, c'est typique. On le voit un peu partout. Ça. Même dans votre bouquin, il est partout. Ah, je pose la question parce que j'ai pas trouvé la même... J'ai fait le calcul et j'ai pas trouvé la même chose. Et t'as fait comment? T'as fait quoi comme calcul? Bah, j'ai pas pris la même taille pour les alvéoles. C'est-à-dire la même taille, j'ai pas compris. Bah, dans le document, c'est marqué les plus petits alvéoles ont une longueur de l'ordre de 0,85 micromètres. Mais c'est ce que j'ai fait, oui. 0,85. Mais attention, ça c'est un bit. Ah D'accord? oui, ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut faire x8. Parce qu'il te faut un octet. Donc la longueur minimale d'un octet, tu fais 8 fois. Donc ça fait 6,8 micromètres. Et c'est pour ça que je divise après 5,8 10 puissance 3, c'est-à-dire la longueur totale de la piste, par 6,8 micromètres. Et pas par 0,85. Du coup, ce que je voulais dire après, parce que quand on vous dit mégaoctet, en fait, pour un informatique, il résonne en puissance de 2. Et 1024, c'est 2 puissance 10. Et donc, c'est ce qu'il appelle un mégaoctet. Et alors, pardon, un kilooctet, on va dire kilooctet, parce qu'on va faire comme ça, là. 2 puissance 10. Du coup, il y a des fois, il y a une notation qui traîne qui dit il faut faire en MIO plutôt que MO. Mais on le voit nulle part, hein, honnêtement, à part peut-être en France encore. Mais faites gaffe quand même dans les exos, quand vous voyez écrit MIO plutôt que MO, que du coup, moi, quand je compte ici, vous voyez que j'arrive et que je vois 853 fois 10 puissance 6 octets, puis j'arrive, je dis, bon, bah, c'est des mégaoctets. Parce que je dis que méga, c'est ce qu'on a pris nous, méga, c'est 10 puissance 6. Mais en fait, si on voulait en MIO, eh ben, il faudrait diviser, non pas par, et encore par 1000, donc par 10 puissance 6, mais par 1024 au carré. C'est-à-dire qu'en gros, quand on note le calcul, si on reprend le calcul dans les mains, mais 5,8 séquente E3, et je divise par 6,8 séquente moins 6, là, ça vous fait 805, comment ça fait, millions, 852,9 millions, enfin bref. Et là, je ne vais pas diviser par puissance 6, je vais diviser par 1024 au carré, vous voyez, pour avoir des MIO. D'accord? Donc, je peux diviser une fois par 1024. Et là, je vais avoir, donc c'est 2 10 puissance 10 1024. Ça me fait un truc en 832 millions de octets, de kilooctets. Et je vais diviser encore par 1024. Et là, j'obtiens 813, d'accord? 813 MIO. Donc ici, en fait, c'est comme si ça faisait 813 MIO. D'accord? À rapprocher de ce qu'ils annoncent, eux, qui est de 700. D'accord? Alors pourquoi c'est plus petit? Parce que là, ils annoncent la capacité utile,
Tandis que nous, on calcule la capacité totale. C'est-à-dire, tandis que la capacité utile est plus faible, puisqu'il faut plein d'informations autour qui permettent tous les codages qu'il y a autour, je vous ai déjà expliqué, avec les indexations et ainsi de suite. Et tout. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ouais. Bon, on voit un peu mieux comment fonctionne un CD. Du coup, pour on se voit mardi prochain, je suppose, et vous allez me préparer des quand même, ne fassiez pas rien, bien que j'imagine bien que vous travaillez beaucoup. Et du coup, là, les exos, mais je vais vous les projeter. J'essaierai de les mettre quand même sur Pronote. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 28. Donc, il y a un ordre. Je pense que l'ordre est à suivre. Okay, donc, tout le monde voit ce que j'ai mis à l'écran là? Oui. Donc, Oui. faites-le dans cet ordre. Et il faut savoir que les 23-24 sont beaucoup plus gros. D'accord? Donc, vous commencez par 20, 19, 22, 21. C'est beaucoup mieux. Ils sont tout à fait abordables. C'est tout à fait ce qu'on a fait là, à peu près. OK? Et puis, ensuite seulement, si ça va vraiment bien et ainsi de suite, 23, 24. D'accord? Donc, il faut faire dans cet ordre. Vous ne me les... Envoyez-moi, il ne faut pas me les envoyer sur Internet ni tout ça, parce que là, je suis complètement saturé. Je ne sais plus où j'en suis là. Il faut que je prépare des trucs et tout, donc j'y arrive pas. Donc, on va dire qu'on vous fait confiance 100%. Et puis on verra une autre fois si on vous fait faire un travail que vous devez me rendre. Mais là, j'explose complet. C'est bon? Oui. Bon, je ne sais pas si... c'est qui? C'est monsieur... Il y a monsieur Dunant qui est là, non? Ou pas encore? Vous avez cours maintenant, normalement, non? J'ai perdu tout le monde. Oui. Vous avez cours avec qui? Dunant. Ah, c'est bien ça. Et il est là ou pas encore? Non. Non. Ah, pas encore. Ok, ok. Vous avez des questions à me poser ou des trucs? Non. Non. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, eh ben, je vous souhaite de bien travailler, malade, tout ce que vous voulez. Vous faites attention, hein, parce que là, ils ont bien expliqué que le pic, on en est encore loin. Et que là, vous comprenez que là, vous êtes en train de faire les exponentielles avec M. Lafosse. Vous comprenez qu'on est sur une courbe exponentielle. D'accord? Donc, le nombre de cas en France, il va exploser dans les 15 jours. Là. OK? Et le seul moyen, c'est de ne pas trop côtoyer les autres. C'est vraiment l'idée. Vous Et pensez qu'on va dépasser les 100 000? on ne sait pas, honnêtement, là, tu peux pas. On voit très bien là, en parenthèse, que les pays, comme ici, sont pris les uns par rapport aux autres, et comme les gens qui sont dedans, donc soit des latins ou autres, acceptent de faire ce qu'on leur dit, eh bien, les situations sont complètement différentes. Hein, d'accord? Mais il faut bien comprendre que là, si par hasard on décidait, on ne bouge plus de chez nous, tous, mais vraiment tous, plus personne ne bouge, pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, la maladie, elle s'arrête. Parce qu'elle ne pourrait pas se propager. D'accord? Imaginons qu'il y ait 15 jours, vraiment, c'est dingue. Si on fait tous maintenant top, plus personne bouge, ne se met pas en contact avec un autre, dans 15 jours, c'est, entre guillemets, on va dire 3 semaines, c'est fini. On peut Mais pas faire ça. ben non, on ne peut pas, entre guillemets. D'accord? Mais il y en a qui ont quand même réussi à faire ça ou à faire de telle sorte qu'ils ont réussi à ne pas se mettre en contact. On voit très très bien les politiques les uns par rapport aux autres. Et il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup pas tant que ça de morts, entre guillemets, puis d'infectés. D'accord? Et n'oubliez pas que nous, on teste personne. Hein. D'accord? On teste que ceux qui sont malades. Qui sont malades, bien malades. Donc en fait, on est beaucoup plus nombreux. OK? Donc du calme. Du calme. Bon, allez, travaillez bien. Et je vous remettrai sur Pronote les exos. Je vais le faire tout de suite, comme ça sera bon. Et puis, on se voit. Donc, c'est mercredi. C'est quoi? C'est mardi? Oui. Je crois, ouais. OK. Bon, allez, je me déconnecte. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Alexis, le virus.